Monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général du CICR, madame la directrice de MSF, monsieur le directeur de l'Institut IHEID, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, c'est pour moi un très grand privilège de vous accueillir au nom des deux institutions qui aujourd'hui portent le CERA, à savoir l'Université de Genève et l'Institut IHEID, représenté ce soir par son directeur Philippe Burin. C'est pour nous un très grand privilège de vous accueillir dans cet auditoire pour célébrer un événement tout particulier, le 20e anniversaire de la création du CERA. Les liens forts qui existent entre l'humanitaire et Genève ne datent pas d'hier. Ils remontent en fait, pour le moins, à la création du CICR en 1863, qui a placé notre canton au centre de l'action humanitaire dans le monde. La présence de surcroît dans notre ville des principales agences des Nations Unies, telles que le Bureau de coordination des affaires humanitaires, l'UNICEF, le Programme des Nations Unies pour le développement, UNDP, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale des migrations, a contribué à inscrire ces liens dans le marbre de notre ville. Toutes ces organisations jouent aujourd'hui un rôle majeur dans les interventions d'urgence et la gestion des crises humanitaires. Elles renforcent encore ce rôle pivot qui a valu à notre ville le titre de capitale de la diplomatie internationale, des droits humains et des affaires humanitaires. Les liens, par ailleurs, entre l'action humanitaire et notre université sont, eux aussi, profondément inscrits dans notre histoire, l'histoire de notre alma mater, de votre université, puisque Henri Dunant a suivi des cours à la faculté des sciences de notre université entre 1845 et 1846, avant de s'orienter vers le monde de la banque et de l'action sociale. En 1859, il assiste aux horreurs humanitaires de la bataille de Solferino. Il en fait témoignage dans son livre « Un souvenir de Solferino », qui sera, vous le savez, une des pierres fondatrices du Comité international de la Croix-Rouge. Il y écrit, et je cite, « L'ennemi, notre ennemi, le véritable ennemi, ce n'est pas la nation voisine, c'est la faim, le froid, la misère, l'ignorance, la routine, la superstition et les préjugés. » Ces mots, vous en conviendrez, mesdames et messieurs, sont d'une cruelle et actuelle réalité. Ils résonnent à nos oreilles et notre université entend s'en souvenir pour guider ses actions et déployer ses visions stratégiques. Dans les années 80 et 90, les besoins de plus en plus pressants dans le domaine de l'aide humanitaire ont mis en évidence la nécessité de mettre sur pied une formation dans ce domaine. Attentive comme toujours à l'expression de ces besoins, de ce besoin en particulier, notre université a joué, une fois de plus, un rôle pionnier. Elle a eu un temps d'avance sur nombre d'autres institutions universitaires et nous en sommes fiers. Grâce à la vision de deux professeurs de l'université, le professeur Timothy Harding et Jean-Jacques Wagner, notre université n'a pas hésité à s'engager résolument pour créer ce qui fut la première formation de niveau universitaire en action humanitaire, le PPH, qui est devenu ensuite le PIAH. Il a précédé ce qui deviendra en 1998 le CERA, qui aujourd'hui exactement fête ses 20 ans. Issu des facultés des sciences et de la médecine, la santé a été, dès le début, au centre de ce premier diplôme humanitaire, comme le CICR, qui naît des soins apportés aux blessés sur le champ de bataille, et comme plus tard MSF, entièrement dédié à soigner les malades, le CERA porte la santé dans son ADN. En 2008, la création de l'IHEID consolide encore à Genève un pôle d'études fort au niveau international et du développement. En alliant les forces de l'université et de l'IHEID, le CERA est constitué comme un centre conjoint lui permettant ainsi d'avoir une approche pluridisciplinaire de l'action humanitaire. Dès 2011, et sous la direction en particulier de sa directrice actuelle, la professeure Doris Schepper, le CERA entame une réforme importante pour s'adapter à la réalité du monde humanitaire en mutation et en constante évolution. Tous les cours sont dorénavant donnés en anglais et les maîtres mots de cette formation sont flexibilité, modularité
et diversité des enseignements. Ceci répond évidemment aux besoins des professionnels de l'humanitaire, de même que de celles et ceux qui viennent d'autres horizons et aspirent à s'engager dans l'humanitaire. Les partenaires du CERA s'engagent de plus en plus eux aussi pour en faire leur CERA, et c'est évidemment pour nous un signe extraordinaire de l'engagement de ces partenaires si indispensables et si nécessaires pour la réussite de ce magnifique programme. Aujourd'hui, l'Université de Genève poursuit une stratégie d'ouverture vers et de collaboration avec les organisations internationales et humanitaires à Genève et ailleurs. Le CERA incarne cet élan. Et j'aimerais ici, en votre nom, remercier toutes les personnes qui ont fait ce que le CERA est aujourd'hui, en particulier sa directrice, la professeure Doris Schepper, et toutes les personnes qui se sont penchées sur le berceau du CERA pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Merci de votre soutien et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pourquoi avons-nous choisi le sujet de l'altruisme pour marquer les 20 ans du CERA? Le CERA est un lieu de rencontre extraordinaire qui reflète le monde humanitaire actuel avec ses diversités d'acteurs, d'approches, de cultures et des réalités de plus en plus complexes. Nous accueillons chaque année au CERA plus de 200 professionnels de l'humanitaire venant de tous les terrains de crise, y inclut le Yémen, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Sud-Soudan, le Mali, le Mexique, pour n'en nommer que quelques-uns. Cette richesse d'expériences partagées est renforcée par la collaboration avec nos nombreux partenaires humanitaires, dont le CICR et Médecins sans frontières, qui se sont engagés au CERA depuis ses débuts. La dynamique constructive de nos cours permet une réflexion par les acteurs eux-mêmes sur le devenir de l'action humanitaire et une analyse critique sur la profonde mutation inhérente à ce domaine. Les intervenants de ce soir, Yves Dacore, directeur général du CICR, et Rebecca Papadopoulou, présidente de Médecins sans frontières, en parleront plus tard. La lecture des événements actuels nous montre beaucoup de cynisme et nous questionne sur le rôle de l'humanitaire. Nous avons besoin de retrouver le fil rouge qui fait que l'humanitaire puisse continuer à alléger la souffrance d'autrui au-delà des bouleversements historiques, politiques, démographiques, climatiques que nous vivons à l'heure actuelle. La rencontre, il y a 2 ans, avec une jeune femme syrienne qui venait faire un master au CERA, n'étant jamais sortie de son pays en guerre auparavant, m'a profondément marquée. Son souhait le plus cher était de pouvoir travailler au CICR. Lorsqu'à la fin d'un long processus de sélection, elle a été acceptée comme déléguée du CICR, je lui ai demandé « Batoul, si tu avais le choix, où voudrais-tu faire ta première mission ?» Et Batoul me regarde alors avec ses grands yeux souriants et me dit « J'aimerais tellement aller au Yémen. » Elle est finalement partie en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui anime cette jeune femme? Humanité est le principe fondateur de l'action humanitaire. Mais qu'est-ce qui fait d'un sentiment d'humanité, nous passons à l'acte d'aider autrui? Voilà la question que nous voulons poser ce soir à l'occasion des 20 ans du CERA. Vous dire que la soirée se déroulera en 3 temps. Tout d'abord, Kristen Monroe va nous parler de ses recherches sur l'altruisme. Puis Yves Dacore et Rebecca Papadopoulou partageront avec nous ce que l'altruisme signifie dans leurs organisations respectives, en quoi cela peut être un élan formidable, mais aussi ce qui menace l'altruisme dans le monde actuel. Son Excellence l'ambassadeur suisse Valentin Zellweger apportera en conclusion le regard d'un pays fortement engagé dans l'action humanitaire et dépositaire des conventions de Genève. La dernière partie de cette soirée vous appartient et vous permettra de poser des questions à notre panel d'intervenants.
With these words, I would like to switch to Je passe maintenant à l'anglais pour vous présenter notre conférencière de la soirée, professeure Kristen Monroe. En quelque sorte, elle est l'incarnation même du CERA parce qu'elle est également une ancienne diplômée de l'Université de Genève et du IHEID. Elle est arrivée à Genève en 1966 pour passer une année à étudier ici. Et le fait d'avoir vécu ici l'a changée à bien des égards. En tant que jeune Américaine, elle a vécu dans ce qu'elle considère comme étant toujours la ville la plus cosmopolite du monde et elle s'est rendue compte qu'il y avait un monde en dehors des États-Unis d'Amérique. Elle a appris beaucoup en rencontrant des gens d'autres cultures. Elle a été frappée par l'hospitalité spontanée des Genevois, ce qui m'a fait évidemment très plaisir. Elle est ensuite passée à l'Université de Chicago pour étudier l'économie politique. Et en ce faisant, elle s'est rendue compte que l'altruisme ne correspondait pas au business model économique. Elle a été intriguée par cela. Elle voulait étudier les limites du paradigme de l'intérêt bien compris. Elle est devenue de plus en plus intéressée à comprendre comment l'esprit fonctionne, pourquoi les gens agissent, quelles sont les motivations qui les font ainsi agir. 30 ans plus tard, la liste de ses publications est tout aussi fascinante que longue dans le domaine de la politique et du choix moral. Sa trilogie sur l'altruisme et le choix moraux pendant la Deuxième Guerre mondiale repose sur de nombreux entretiens de gens tout à fait ordinaires qui ont vécu la guerre dans leur chair. Elle nous aide à comprendre un problème très compliqué dans l'éthique et la politique normative, à savoir comment les gens se traitent les uns les autres. Nous sommes particulièrement touchés par son œuvre parce que cela nous permet d'étudier l'importance de l'altruisme dans les actes de l'humanité en tant qu'être humain, en tant que professionnel et en tant qu'institution. Je souhaite maintenant lui donner la parole. Thank you very much. I hope you can hear me. Merci beaucoup, j'espère que tout le monde m'entend. Comme Doris l'a dit, j'ai eu le privilège d'étudier ici à l'université et à la haute école et cela a eu un effet profond sur moi et Genève est une de mes villes préférées au monde. C'est donc un grand honneur pour moi d'être de nouveau ici. Cependant, ça me rappelle une des blagues que j'ai entendues pour la première fois ici. C'est un Québécois qui me l'a raconté. Comment appelle-t-on quelqu'un qui parle plusieurs langues? La réponse, c'est polyglotte. Comment appelle-t-on une personne qui parle deux langues? Bilingue. Comment appelle-t-on quelqu'un qui ne parle qu'anglais? Américain. Donc, toutes mes excuses, encore une fois, je suis bien américaine. J'ai beaucoup oublié ces 52 dernières années depuis que j'ai fait mes études ici, dont le français. Merci en tout cas pour ces quelques mots d'introduction que j'ai cru comprendre. Mais je suis sûre que vous ne me comprendriez pas si je m'exprimais en français, donc je vais parler anglais. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de l'altruisme. Et là, je vais me fonder sur 3 ouvrages que j'ai écrits ou co-écrits, et je vais vous expliquer ce qu'est l'altruisme, pourquoi l'altruisme est important, et quelles sont les causes de l'altruisme. Alors, Doris vous en a déjà parlé. J'ai fait des études de sciences sociales à l'université de Chicago. Et la théorie dominante à l'époque était l'acte rationnel, c'est-à-dire que l'on agit en fonction d'une analyse rationnelle des options qui s'offrent à nous. Ça me paraissait assez logique. L'université de Chicago est une grande école intellectuelle, donc je n'ai pas remis en question cette théorie. À la fin de mon premier livre, qui est parfait quand on souffre d'insomnie, d'ailleurs ma mère le gardait sur sa table de chevet à chaque fois qu'elle n'arrivait pas à dormir, elle lisait mon livre. Je me suis rendu compte à l'époque que beaucoup de débats portaient plus sur les contours de l'éléphant plutôt que l'éléphant dans son ensemble. Donc j'ai voulu prendre un peu de recul, m'intéresser de plus près à la théorie, de regarder droit dans les yeux la situation.
L'idée que les personnes agissent de manière rationnelle, c'est en fait un mensonge. Ça en dit long sur le comportement humain, mais cela ne touche pas à certains domaines qui sont pourtant évidents, dont le comportement collectif, et notamment politique, et un autre domaine sous-exploité, c'était l'altruisme. Je me suis dit, l'altruisme, ça va être une toute petite partie de l'étude, donc je vais commencer par là, comme ça j'en serai débarrassée. Et ça, c'était il y a de nombreuses années, et je n'ai toujours pas compris véritablement ce qu'est l'altruisme. Donc j'ai essayé de construire une étude empirique. Moi, ce que j'aime, c'est regarder la réalité des choses et ne pas avoir une approche trop théorique. Et on découvre beaucoup de choses intéressantes dans ce type d'études, et c'est ce qui m'est arrivé. Alors, tout d'abord, j'ai lu tout ce que j'ai trouvé sur l'altruisme, on est censé commencer par là, et je savais ce qu'en pensaient les autres, c'était logique. Et ensuite, j'ai mis au point une enquête qui permettait, par une approche traditionnelle de sciences sociales, d'établir des hypothèses, de poser des questions, de procéder à des entretiens, par exemple en demandant si les gens donnaient de l'argent pour se sentir mieux, pour avoir une meilleure image d'eux-mêmes. C'était une des théories de l'époque de l'altruisme psychique. Ce qui était censé expliquer l'altruisme, c'est que ça vous fait chaud au cœur, ça vous fait plaisir de donner. J'avais préparé un questionnaire donc de 14 pages avec toutes sortes de questions et ça me dérangeait un peu de poser ces questions-là de manière aussi directe et un peu brutale. Donc j'ai voulu entamer des entretiens avec des discussions. Parlez-moi un peu de vous. Et j'ai, au fur et à mesure, élaboré une méthodologie sur la base d'entretiens narratifs où j'écoutais les gens plutôt que de leur poser directement des questions que j'avais mis dans mon questionnaire. Alors, parlons un petit peu d'altruisme. Qu'est-ce que c'est et quelles en sont les causes et pourquoi c'est important? L'altruisme, dans sa définition la plus simple, c'est un comportement qui est conçu, même dans des situations de risque, pour aider autrui. Donc, c'est un acte. Il ne suffit pas d'y penser. Les intentions comptent beaucoup, c'est l'essentiel. Si je pense que vous voudriez rencontrer quelqu'un et que je vous le présente et que cette personne finit par vous assassiner à coups de hache, ce n'est pas de ma faute, c'est l'intention que j'avais au moment de vous le présenter qui compte. C'est ça la définition simple. Et ce n'est pas important parce que c'est quelque chose que l'on voit au quotidien. Je crois qu'il y a beaucoup de cas où l'on agit dans son propre intérêt, par égocentrisme. L'altruisme, c'est quelque chose d'assez rare. Et cela permet de remettre en question les sciences politiques, les sciences sociales, l'anthropologie, la psychologie, la biologie évolutionnaire. Et cela permet de recadrer les limites de ces disciplines. Et qu'est-ce qu'on peut expliquer avec ces sciences et qu'est-ce que je ne peux pas expliquer? Alors, quelles sont les causes de l'altruisme? Je suis plutôt psychologue politique. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête, dans l'esprit. Pour moi, l'économie se pose souvent les mêmes questions. Elle se demande comment réfléchissent les gens. Donc, j'ai essayé de concevoir une étude qui suit ce continuum. Je crois qu'il y a une approche purement intéressée à l'extrême du spectre et jusqu'à l'autre extrême où c'est complètement désintéressé, altruiste. J'ai essayé de trouver des groupes de personnes qui correspondaient à ces différents groupes. J'ai commencé avec les entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont une idée, qui essaient de se faire de l'argent sur la base de cette idée et font des choses merveilleuses entre-temps. Alors, si on s'éloigne un peu plus du côté égocentriste, on peut parler des philanthropes. Ce sont des personnes qui ont une fortune, parfois familiale, et qui choisissent de donner cet argent en totalité ou en partie. Ensuite, on a ce que l'on appelle les héros. J'ai regardé les lauréats du prix Carnegie Hall. Ce sont des personnes qui ne sont pas formées professionnellement pour sauver des vies. Ce sont des personnes lambda qui voient une personne en train de se noyer et qui se jettent à l'eau, ou qui vont rentrer dans un bâtiment en flammes pour en sortir quelqu'un. Et je vais vous en donner quelques exemples. Il y a un dernier groupe de personnes qui risquent leur vie, qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant l'Holocauste. Et ça, c'était un groupe très intéressant, car ce sont des actes
qui s'étendent dans le temps. C'était des personnes qui ne faisaient pas un simple geste, mais qui s'engageaient sur plusieurs années dans certains cas. J'ai parlé à une centaine de personnes dans le cadre d'entretiens officiels, avec des transcriptions et des analyses, mais j'ai parlé à beaucoup plus de personnes. Dans mes livres The Heart of Altruism, le deuxième The Heart of Compassion et le troisième Ethics in the Age of Terror and Genocide, dans mes 3 livres, j'ai utilisé des archétypes, des représentants typiques des groupes. Par exemple, pour les philanthropes, Henry Segerstrom a donné de l'argent pour créer le centre Segerstrom pour les arts. Ensuite, Lucille Babcock, qui était éditrice de la Gazette d'Arkansas. Elle avait environ 70 ans. Elle avait participé à la Seconde Guerre mondiale en tant que femme. C'était très intéressant de lui parler. Mais si elle a obtenu ce prix, c'est parce qu'elle est intervenue pour empêcher un viol quand elle avait 72 ans, à coups de batte. Voilà. Et un dernier groupe de personnes dont je vous ai parlé, les justes, les personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Et je pourrais répondre à vos questions si vous en avez tout à l'heure, mais j'ai pris notamment Otto Springer, un Allemand qui vivait en Tchécoslovaquie et qui s'est retrouvé au final en camp de concentration après avoir sauvé plus d'une centaine de Juifs. Et là, vous avez Tony, un colonel de la résistance néerlandaise, et a travaillé dans le milieu du cinéma en Californie, et il était l'un des conseillers sur le tournage du journal d'Anne Frank, et il a joué aussi le rôle d'un nazi dans un film. Alors, qu'est-ce qui provoque l'altruisme ? Ce ne sont pas les caractéristiques sociodémographiques traditionnelles qu'aiment les sociologues. Est-ce que c'est parce qu'on aime autrui ? Non. Est-ce que c'est parce qu'on est croyant ? Non. On a découvert qu'il existe certaines caractéristiques dont sont dotées certaines personnes et pas d'autres, et il semble qu'il y ait un mécanisme qui déclenche cet acte, que ce soit la socialisation, la religion, l'éducation dans certains cas, c'est un élément déclencheur. C'est le déclencheur d'une variable essentielle pour moi qui provoque l'altruisme. Et ce n'est pas conscient. Et c'était difficile à comprendre pour moi. Alors je demandais à ces personnes-là pourquoi vous avez pris cette décision. Et ils me riaient au nez, en fait. Ils étaient perplexes, ils ne comprenaient pas ma question. Il n'y avait pas de décision à prendre, il fallait le faire. Un point, c'est tout. Donc toute cette tradition que nous avons dans la philosophie occidentale, dans la littérature, dans l'art, de ce héros, de cette personne qui prend les bonnes décisions, qui passe des heures à se torturer pour faire le bon choix, et au lever du jour, il prend la bonne décision et sauve le monde. Non, ce n'était pas du tout ce que j'ai découvert dans ces entretiens avec ces personnes-là. Et c'était intéressant pour moi. Qu'est-ce que j'entends par le point de vue altruiste ? Ce sont 2 citations que je voulais vous lire. On aide les gens parce qu'ils sont humains et qu'il y a un besoin. Il y a certaines choses dans la vie qu'il faut faire, et je l'ai fait. Ça, c'est Bert. Nous faisons tous partie d'une même famille humaine. Ça, c'est Irène, une Polonaise que j'ai interviewée. Si vous et moi, on voit un étranger, un inconnu, les altruistes vont voir un être humain. Et si vous êtes dans une ville quelconque et que vous entendez quelqu'un parler le français, vous allez dire « Ah, mais vous parlez français, vous venez d'où ?» Et il y a une sorte de lien qui se fait automatiquement, et ce qui n'est pas le cas chez tout le monde. On a ce sentiment d'appartenir à un même monde, d'être tous des parties d'un tout. Et c'est un peu cette distinction entre le communautaire et l'ensemble de la société. Donc voilà une réponse à l'une de mes questions. Est-ce que les personnes que vous avez aidées avaient un point commun ? Là, je parlais à Margot, qui est née à Berlin et qui a quitté l'Allemagne pour aller aux Pays-Bas, l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Non, c'était juste des gens. Vous ne les connaissiez pas auparavant ? Non. Ils ont une vision du monde fondée sur l'universalité. Le fait d'être un être humain, c'est beaucoup plus important que d'appartenir à un groupe donné. Et
Il ne s'agit pas d'aimer une personne ou une autre, c'est une relation sociale. Par exemple, je cite Knud ici, c'était simplement des gens qui avaient besoin d'aide. Il y a une humanité commune, un lien humain qui nous réunit tous. Nous faisons tous partie d'un tout, comme des cellules dont son propre corps s'associe pour former le corps. Dans notre société et notre communauté, nous sommes comme des cellules de cette communauté, ça c'est important. Pas les États-Unis, je parle de la race humaine. Il faut toujours être conscient du fait que toutes les autres personnes sont comme vous. Vous devriez toujours traiter les gens comme si c'était vous. Ça vaut pour les nazis diaboliques ou pour les amis juifs qui sont dans le besoin. Et là, encore une fois, je cite Tony qui a sauvé plus d'une centaine de personnes. Les altruistes ont une image de soi qui est très intéressante également. Ils pensent qu'il y a toujours quelque chose que l'on puisse faire. Ce ne sont pas des personnes qui sont en marge, qui ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, qui sont passifs, ils sont actifs. Ils ont pas tellement une vision d'eux-mêmes, mais une vision de leur relation à autrui. Ils se voient comme étant liés à l'autre. Si vous entrez dans une situation et que vous vous reconnaissez car la personne vient de la même ville que vous, est suisse comme vous, ou partage votre profession, et notamment, j'ai parlé à quelqu'un dont le père avait été sauvé parce qu'il jouait au football et le nazi qui l'a arrêté l'a reconnu parce qu'il était connu dans le monde du football et il l'a mis dans un autre groupe. Ce lien était suffisant. Le nazi lui a dit, en s'interposant, « Allez, vas-y, tu peux partir ». Mais les altruistes n'ont pas besoin d'établir un lien particulier. Ils feraient ce qu'ils font pour n'importe qui. Ils se voient comme des personnes fortement liées aux autres par cette humanité commune, ce qui crée des attentes canoniques sur ce qu'est le comportement normal. Et je parle de canonique pour faire référence à l'Église. Pour nous, les attentes canoniques, c'est ce que l'on attend pour ce qui nous paraît normal. On s'attend en tant qu'enfant à ce que nos parents nous aiment, par exemple, et s'occupent de nous. Mais on sait maintenant qu'il y a des parents qui ne respectent pas ces attentes canoniques, qui ne nous aiment pas ou ne prennent pas soin de nous. Mais c'est notre attente. Et l'attente canonique par rapport à ce qui était un comportement normal pour eux était différent des autres. Et dans mon deuxième livre, The Hand of Compassion, la main de la compassion, découle d'une citation d'Otto Springer. Il a dit « La main de la compassion était plus rapide que le calcul ». Et donc, ça souligne la nature spontanée de ces actes. Et ceux qui sont restés en marge, qui n'ont pas aidé les Juifs pendant la guerre, avaient tendance à dire « Qu'aurais-je pu faire ? J'étais face aux nazis », alors qu'un altruiste dirait « Je n'avais pas le choix, il fallait agir ». Cette vision dicte un comportement. Si vous prenez un guide d'utilisateur, vous saurez comment utiliser votre ordinateur. Si vous allez dans un restaurant italien, vous n'arriverez pas à commander des sushis. Donc, il y a un menu à suivre et c'était la même chose chez ces personnes-là. Ils avaient une vision tellement forte de leur lien avec les autres qu'ils suivaient ce menu cognitif dans tous leurs actes. Quelle était la vision de l'humanité selon ces personnes-là? Et là, je cite Tony, j'ai toujours voulu comprendre ce qui a provoqué la création de ce monstre nazi. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on regardait le monstre, on se regardait dans le miroir. Pour moi, les nazis n'étaient pas des monstres. Les nazis étaient des personnes allemandes, normales, qui, de par leur éducation, leur formation, leur réflexion culturelle et leur cupidité, se sont retrouvés dans cette situation. Demain, c'est notre peuple et le jour d'après, quelqu'un d'autre. L'histoire vous apprend que le moment où on détruit un ennemi, il faut regarder derrière soi et il se retrouvera dans vos propres rangs. Et parfois, il faut regarder dans le miroir pour être sûr que cette personne-là ne s'est pas insinuée dans votre propre tête. L'image que l'on a de soi est importante, donc dans cette citation, mais c'est le lien avec les autres qu'il voit. On cadre
les relations d'une certaine manière. Et la manière dont on les cadre permet de définir le niveau de confort. Est-ce que c'est une menace si j'agis ou est-ce que je serai à l'aise dans mon action? J'ai parlé du côté réflexe et que la main de la compassion va plus vite que le calcul. Et quand j'ai parlé à certaines des personnes, on m'a dit non, il n'y avait pas de décision à prendre. Vous faites des sciences sociales, c'est bien beau, et vous arrivez avec vos questions. Comment prenez-vous cette décision? Il n'y a pas de décision à prendre. Si les Juifs sont vos frères et vos sœurs, il faut agir de cette manière-là. Ils ont des convictions très fortes sur ce choix. Margot a dit « Je n'ai pas fait de choix ». Et vous ne vous êtes pas demandé pourquoi il fallait que ce soit vous qui fassiez ce choix. Non, c'était la guerre et tout le monde mourait. On n'avait pas le temps de réfléchir, de faire des calculs. Oui, non, il fallait agir. Alors, certes, mais cela avait des implications, des conséquences. Il fallait abriter ces personnes sous votre toit, vous en occuper s'ils étaient malades, partager des aliments très limités. Parfois, cela prenait très longtemps pour sauver quelqu'un, mais ils insistaient toujours pour me dire que ce n'était pas un choix de leur côté. Et ça, c'est important si l'on veut comprendre ce que j'appelle ici le menu cognitif. Il n'y a pas de calcul conscient des avantages, des coûts, des bénéfices. Comme je le disais, Otto m'a dit, la main de la compassion a été plus rapide que le calcul de la raison. Et on s'intéresse beaucoup au comportement qui découle de l'économie, même si je ne viens pas de cette tradition-là, où on se demande comment on agit. Est-ce qu'on agit en fonction de ce qui est écrit dans les livres ou est-ce qu'on agit différemment? C'est pour ça que j'ai voulu avoir une approche plus empirique. Alors, comment réconcilier ces conclusions si l'on en déduit que c'est un processus psychologique? Parce que parfois, il y a des conclusions contradictoires sur le même thème. Eva Hoffman, par exemple, a fait beaucoup d'enquêtes chez de nombreuses personnes et d'après elle, il y a différentes corrélations d'altruisme, dont la religion. Et pour moi, j'utilise l'analogie de venir donner une conférence. Moi, je suis venue de la Californie, vous êtes venus d'ailleurs, mais il nous a tous fallu rentrer dans cette salle avant que la conférence ne commence. Et pour moi, l'altruisme, c'est la même chose. Il y a différents mécanismes qui déclenchent ce point de vue altruiste, cette vision du monde. Mais le thème commun, le point commun semble être que toutes ces personnes-là voyaient autrui de manière différente. Et ça, pour moi, c'est l'unique variable qui compte. Si l'on devait en définir la quintessence, pour moi, c'est cela. Pour conclure, je voulais vous parler de l'importance de l'altruisme. Pourquoi est-ce que c'est important? L'altruisme nous apprend qu'il y a une différentes manières de voir le monde et une manière différente d'agir. Quand j'ai procédé à ces entretiens et que j'ai comparé les résultats des altruistes et j'ai fait des entretiens avec des nazis aussi, ça c'était intéressant. Et j'ai découvert que ceux qui étaient en marge, qui n'avaient pas agi, avaient une façon très différente de voir le monde. Et notamment, j'ai parlé à une cousine de Tony qui vivait en cachette pendant la guerre. Et jusqu'à sa mort, il dormait avec un revolver sous son oreiller puisqu'il était convaincu qu'on allait venir le prendre en pleine nuit. Et pour lui, ce qui était important, c'était d'être heureux. Pour Tony, ce qui comptait, c'était d'être heureux, d'être dans une communauté, d'aider autrui. Et quand on regarde les sondages sur le bonheur, ce ne sont pas les personnes autour de la Méditerranée qui sont les plus heureuses, ce sont généralement les Scandinaves. Parce qu'on s'occupe bien d'eux, parce qu'ils ont des services sociaux et ils ont un fort sentiment de communauté. Ils ont l'impression qu'on va s'occuper d'eux. Et Béatrix m'a expliqué pourquoi elle n'arrivait pas à sauver des Juifs. Je m'attendais à ce qu'elle me dise
qu'elle n'était pas au courant ou qu'elle avait peur, mais personne ne m'a dit cela. Si une personne m'a dit qu'il avait peur, mais tous les autres m'ont répondu, moi je savais ce qui se passait, mais moi je pouvais rien y faire. Je n'étais pas en position d'agir. Et Béatrice l'a expliqué de la manière suivante. Elle était mariée à un médecin riche, son père était médecin riche, sa mère était mourante et son père l'a envoyé et lui a apporté un livre, mais son père lui a dit « Ne va pas voir ta mère » et elle n'est pas allée voir sa mère. Sa mère, elle a regretté par la suite. Et comme explication, elle a dit « Moi, je ne pouvais rien faire. J'ai toujours eu du personnel pour m'aider et j'avais peur que mes domestiques me dénoncent si j'accueillais un juif chez moi. » Mais un peu plus tard, on a beaucoup parlé, elle m'a avoué qu'elle avait une belle vie, qu'elle était même gâtée et qu'elle avait toujours beaucoup de temps libre, qu'elle pouvait jouer au tennis parce qu'elle avait des domestiques pour s'occuper de tout. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'elle a dit qu'elle avait eu une bonne vie parce qu'elle avait eu des domestiques qui lui accordaient suffisamment de temps libre pour s'adonner à ses loisirs, mais en même temps, elle n'avait pas accueilli des juifs à cause de ses domestiques parce qu'elle avait peur d'être dénoncée. Ce qui est intéressant, c'est également la définition du bonheur. Je n'ai pas le temps de vous parler des détails, mais John Whitener, qui vivait à Genève quand il était jeune, a organisé tout un réseau pour que des juifs puissent s'échapper. Et à un moment, je lui ai demandé pourquoi il ne portait pas de chaussettes quand il skie. Et il a dit j'en avais pas besoin, donc je les ai données à quelqu'un d'autre. Il a préféré skier sans chaussettes. Et il emmenait aussi des gens en Espagne. Et il m'a dit qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont heureux, mais il a dit ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est d'aider autrui. Donc ce qu'il faut retenir à propos de l'altruisme, ce n'est pas une définition théorique universitaire, cela nous amène à la définition même de ce qu'est l'être humain, de ce que ça veut dire d'être un être humain. C'est une vision beaucoup plus riche qu'une vision purement évolutionnaire, biologique, économique ou psychologique. Cela dresse un portrait de personnes qui ont un lien unique avec autrui par ce lien humanitaire. Et Madame Trocmé, qui était française, son mari était un pasteur, et elle a dit ce n'est pas politique, on ne peut pas dénoncer nos frères et sœurs juifs. Et elle travaillait dans un orphelinat. Et elle disait, pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, elle avait son tablier. Ils ne l'ont pas emmenée en camp de concentration à ce moment-là parce que les nazis qui étaient venus dans l'orphelinat où elle travaillait pensaient qu'elle était domestique parce qu'elle avait un tablier. Elle aidait beaucoup de gens à l'époque, dont un enfant qui était très malade. Et elle a dit, mais je n'en peux plus. Et elle voyait certaines personnes qui avaient une soif de vengeance et elle a su le dissuader, dire mais la vengeance ne mènera qu'à encore plus de violence. Et elle lui a dit, et c'est la citation au tableau, souvenez-vous que dans cette vie, vous aurez toujours une décision à prendre, pas à propos des autres, mais à propos de vous-même. Donc, demandez-vous quelle est la marque que vous allez laisser dans votre vie, dans votre monde, dans votre famille. L'histoire nous démontre que l'on peut être altruiste, que l'on peut être humain et que l'on n'est pas obligé de vivre dans un monde où tout le monde s'entretue. Merci. Thank you very much for this. Merci beaucoup de cette présentation. Je vais demander donc à Yves et Rebecca de se joindre à nous, à la tribune, s'il vous plaît. Rebecca, perhaps here. And Rebecca là, et Yves donc entre les dames. Et on m'a demandé de m'asseoir ici pour qu'il y ait un peu de distance. Alors, je vous présente rapidement Rebecca Papadopoulou, qui travaille
à MSF depuis 1995, a travaillé à plusieurs postes dans différents pays en tant que conseil international, l'organe suprême de décision de MSF. Et depuis 2007, elle est présidente de MSF Suisse au centre ici à Genève. Yves D'accord aussi, longue expérience dans cette organisation, plus de 26 ans, et depuis 2010, il est directeur général du CICR. Donc vous connaissez bien vos deux institutions, vous savez ce qui motive les uns les autres de travailler dans vos organisations, de prendre des risques, et vous savez ce que l'altruisme signifie pour vous et dans votre organisation. Première question. Donc, suite à cette présentation sur l'altruisme, ce qui nous motive de nous comporter de façon altruiste dans la vie, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour vous dans votre travail, dans votre organisation? Je vous donne la parole en premier, Yves. Joyeux anniversaire, Sarah. Je suis ravie d'être ici ce soir pour célébrer 20 ans d'une aventure extraordinaire et c'est formidable d'en être arrivé là. C'était très intéressant de vous écouter, Kristen. Ça m'a fait penser à 2-3 petites choses. Si je pense à la façon dont ça se passe dans mon organisation, et je ne sais pas si j'ai tout à fait raison de penser cela, mais les visions de notre fondateur... C'était justement de l'altruisme pur et dur, c'est-à-dire que ça nous demande encore de voir l'autre et de le voir, de prendre le risque de penser et de se comporter vis-à-vis de cet autre, alors que c'est un être humain, quelles que soient ses fonctions, quelle que soit sa façon de se comporter. C'est assez remarquable parce que finalement on demande à des gens... Et à l'époque, c'était des soldats de regarder l'ennemi et accepter que l'ennemi, justement, c'est un être humain alors qu'il est hors de combat. C'est quand même assez extraordinaire. C'est vraiment de l'altruisme. C'est en fait demander, en tant qu'institution, d'être altruiste. Et deuxième réflexion, et peut-être cela porte davantage sur ce qui se passe aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que l'altruisme existe dans un vide. L'altruisme existe, et c'est intéressant ce que vous avez cité en dernier exemple. C'est pas seulement l'autre, c'est surtout ce qui se passe en vous, mais c'est surtout ce qui se passe chez l'autre. Et nous vivons à une époque, en tant qu'intervenants humanitaires, que les collectivités affectées par la guerre, par la violence, ces collectivités ne sont pas forcément heureuses à l'idée de la manifestation d'altruisme que vous leur proposez. Alors, ça vous oblige à voir les choses différemment. C'est pas simplement parce que vous voulez faire preuve d'altruisme que vous voulez faire quelque chose pour l'autre, parce que vous pensez à l'autre, mais vous devez faire quelque chose qui soit pertinent pour l'autre. Vous devez faire quelque chose de fort, parce que si vous êtes juste là pour faire quelque chose de positif pour l'autre sans réfléchir à ce que cela signifie pour l'autre, eh bien, vous n'êtes qu'en train de répercuter vos propres problèmes. Et c'est cela que je souhaiterais introduire dans la réflexion, faire quelque chose pour l'autre, prendre des risques pour ce faire. C'est la pertinence qui doit rentrer dans l'équation. On ne peut pas simplement imposer des actions humanitaires sur autrui. Ces temps sont révolus, les gens nous regardent avec beaucoup d'attention, de façon vigilante. Ils s'attendent à ce que notre altruisme reste pertinent. Il faut qu'il ait un sens. Sinon, vous pouvez très bien rester chez vous, faites preuve d'altruisme vis-à-vis de vos parents, de vos proches, mais ne venez pas chez moi, là où je souffre, si ce que vous m'apportez n'a aucun sens. Et troisième piste de réflexion, si je reviens à ce que fait le CERA et la formation dans le domaine humanitaire, que se passe-t-il lorsque les altruistes deviennent des professionnels? Est-ce qu'on peut devenir un professionnel altruiste, un professionnel d'altruisme? Et si je vois ce qui se passe dans ma propre organisation, je ne sais pas si nous apprenons professionnaliser l'altruisme, mais nous essayons de gérer l'altruisme. Et je pense
que le CICR et nos dirigeants à l'époque, quand ils ont réfléchi à ces principes humanitaires, qui ne sont pas si vieux que cela, finalement, cela remonte aux années 60 quand ça a été mis en œuvre, c'était aussi une façon de gérer, d'encadrer l'altruisme, parce qu'on n'a pas envie d'avoir un délégué CICR ou quelqu'un de la Croix-Rouge qui fasse preuve d'altruisme et qui prenne des décisions et fasse des choix par rapport à son propre altruisme. Cette façon d'être altruiste, il faut gérer cet altruisme grâce à la neutralité, la partialité, l'humanité. Donc ça paraît extrêmement généreux comme principe, mais à l'époque, c'était aussi conçu pour gérer l'altruisme, tous ces principes. Alors la question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir si en tant qu'organisation, nous arrivons à gérer l'altruisme. Est-ce que nous pouvons professionnaliser l'altruisme? Et qu'est-ce que cela signifie? C'est peut-être la première piste de réflexion qui me vient à l'esprit après avoir écouté votre présentation très intéressante. Donc gardez votre micro. Et on va revenir sur cette question de la professionnalisation parce qu'effectivement, ça interpelle dans le monde humanitaire, mais on va d'abord écouter ce qu'a Rebecca à dire. Alors, je ne vois pas vraiment comment je peux rebondir, mais je souhaiterais également féliciter le CERA pour ses 20 ans et je vous remercie aussi d'avoir organisé ces soirées. Parce que, comme vous l'avez dit, nous venons de mondes différents, mais nous sommes tous là ce soir. Nous sommes réunis ici ce soir et cette occasion, enfin ma première réflexion qui me vient à l'esprit, comme vous l'avez dit, je célèbre 25 ans passés dans le travail humanitaire, mais je me suis jamais demandé pourquoi je m'étais lancée dans le monde humanitaire. Je vous écoutais et j'étais en train de me demander pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là, pourquoi est-ce que j'ai fait cela, pourquoi est-ce que j'ai travaillé pour cette organisation-là. Et deuxième chose qui m'a interpellée dans votre présentation, les choix que nous avons, que nous n'avons pas. Il y a une chose que j'apprends tous les jours, au quotidien, par le truchement de l'organisation, parce que l'altruisme, finalement, c'est agir. Hein. Il ne s'agit pas simplement de belles paroles, il s'agit d'agir. Toutes ces années passées, je me rends compte que ce sont des années de choix. Des choix de rester aux côtés de la personne qui souffre. C'est un choix, ça. C'est un choix que l'on fait d'intervenir pour soulager la douleur, la souffrance de l'autre. Et c'est un reflet de segments de notre société, parce que parler de solidarité, on parle de collectivité, des actions altruistes, des actions humanitaires. Dans cette collectivité, nous sommes des groupes qui reflètent nos propres sociétés, ou en tout cas des groupes de notre société. Et nous sommes en train de manifester la décision collective de groupes de la société de rester aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin. Donc l'activité individuelle ou l'activité collective, c'est cela qui m'a intéressée. Et ce qui m'a également particulièrement intéressée, ce sont des points qui ont été soulevés dans les discussions que vous avez eues, par exemple avec Tony, quand il parle du monstre, du méchant qui est à l'origine de la souffrance, mais peut-être c'est vous que vous voyez dans le miroir. Et pour moi, l'altruisme, le fait d'intervenir pour soulager la douleur de l'autre, c'est également un acte de résistance. C'est une forme de résistance. Et vous l'avez dit de façon fort élégante. Mais pourquoi est-ce que nous manifestons cet altruisme? Parce qu'en fait,
cela est une indication qu'il y a une autre voie, une autre façon de voir les choses, autre que la réalité telle qu'elle a été établie par les nazis lors du génocide au Rwanda. Il s'agit de présenter une autre réalité. Et c'est cela qui déclenche l'acte de résistance. Je reviendrai sur la question de la professionnalisation, mais je pense que la question la plus importante des moments comme celui-ci, des réflexions comme celle-ci, c'est très intéressant, mais l'action humanitaire, la forme organisée de l'altruisme, c'est ça ce qui m'importe. Mais permettez-moi encore de faire 2 remarques. L'altruisme, ce n'est pas un concept romantique, ce n'est pas un concept neutre. On l'a constaté tout au long de l'humanité. L'altruisme est devenu un instrument comme les actions humanitaires, la politisation, la manipulation des actions humanitaires. N'oubliez pas qu'il y a des guerres quant aux appellations de ces actions humanitaires. Donc, si ça c'était déjà vrai dans les décennies comme les années 90, 90, début des années 2000, maintenant nous vivons une époque où l'altruisme, la solidarité font l'objet d'une criminalisation. L'acte de venir en aide, de soulager la souffrance de l'autre, le fait que les gens s'échappent, essayent d'échapper à la guerre, à la mort, tout cela est criminalisé. Aujourd'hui, nous vivons la criminalisation de la solidarité. Et j'espère que nous aurons l'occasion par la suite, dans la discussion, de voir et de parler de l'altruisme par la lorgnette de la réalité d'aujourd'hui, les appels qui nous sont lancés en tant qu'individus, en tant que particuliers, en tant qu'organisation dans le nouvel environnement politique qui est le nôtre. Merci Rebecca. Donc il y a plusieurs thèmes et nous n'avons de toute façon pas beaucoup de temps avant de généraliser la discussion. Je vais dresser la liste des thèmes et ensuite je vous laisserai le soin de choisir celui qui vous interpelle le plus et dites-nous à ce moment-là aussi comment cela se passe dans votre organisation, comment les contraintes peuvent être surmontées. Alors l'un des thèmes que vous avez évoqué, Yves, c'est l'altruisme et quel est le besoin de l'autre et comment le besoin de l'autre peut influencer notre comportement altruiste. Donc ça, c'est peut-être une piste. Deuxième thème, l'action humanitaire aujourd'hui est étouffée par les directives, les normes, ce qui est un mal nécessaire car nous voulons être plus efficaces, bien utiliser les fonds à disposition, mais cela représente tout autant de contraintes et nous savons que l'altruisme, ce n'est pas un choix, c'est un comportement induit par une réflexion. Et comment on fait avec dans une organisation? Et troisième piste que vous venez d'évoquer, Rebecca, l'environnement qui est en train d'évoluer, la politisation, la militarisation de l'action humanitaire et maintenant la criminalisation de l'action humanitaire. Et moi, finalement, ça ne fait que 40 ans que je travaille sur le terrain, mais c'est la première fois que je constate cette criminalisation de l'action humanitaire. Donc voilà les 3 thèmes qui sont ressortis de cette première discussion et je vous laisse le soin de choisir l'un ou l'autre thème et nous présenter aussi, par exemple, Yves, le point de vue ou la perspective du CICR. Allez-y. Alors, j'espère que je ne vais pas rajouter une couche de complexité à ce thème, mais il y a 2 choses que je souhaiterais faire ressortir. La première chose, la confiance. Vous savez que quand on parle d'action humanitaire, nous savons que l'un des éléments clés de l'altruisme, ce n'est pas simplement le geste altruiste, c'est le fait que ce geste va dans les 2 sens, que vous êtes en train de créer. Moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit au sujet de l'altruisme individuel et de l'altruisme collectif. En tant qu'organisation, on essaye non seulement de développer quelque chose à partir de l'altruisme individuel, vous devez être sûr et certain que l'altruisme que vous proposez à l'autre soit compris par l'autre.
et que cela soit perçu sur le moyen et le long terme. C'est un engagement dans la durée. Donc la confiance est au cœur de tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez réaliser votre objectif, et nous vivons dans un monde où nous avons l'impression que la confiance est devenue une commodité beaucoup plus rare, beaucoup plus précieuse, pas seulement entre nous et les autres. Avant, on arrivait, je suis délégué de la Croix-Rouge, faites-moi confiance. Et les gens avaient confiance. Maintenant, c'est fini ça. Les gens maintenant vont vous dire, vous êtes vraiment un délégué de la Croix-Rouge, prouvez-le-moi. Et deuxièmement, donnez-moi la preuve que vous êtes en train de faire quelque chose d'utile. Donc on le voit constamment avec les gens qui sont en train de contrôler les gouvernements, combien il est difficile. Je suis d'accord avec ce qui se passe déjà maintenant, on le voit. On vit une époque où on ne veut pas d'actions humanitaires, on ne veut pas de manifestations d'altruisme parce que cela suscite l'espoir et nous vivons dans une époque, et je vois cela surtout dans le domaine de la santé. Je pense que nous vivons une époque où la santé est devenue le nouveau champ de bataille. Et si un domaine se prête particulièrement à l'altruisme, c'est bien la santé, où vous traitez un patient pour des raisons altruistes en se fondant sur les besoins de cette personne malade, de ce patient. La santé, c'est le nouveau champ de bataille. Si je vois ce qui se passe dans ma propre organisation, j'ai encore des gens qui sont en otage, qui sont pris en otage dans le monde entier. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que la plupart sont des professionnels de santé, ce sont des femmes. Ça vous montre un peu le monde dans lequel nous travaillons. C'est un monde dans lequel on ne veut pas que l'autre, que les civils, ceux sur lesquels vous voulez exercer une pression, vous ne voulez pas leur permettre d'espérer. Vous ne voulez pas leur permettre d'imaginer que l'altruisme, cela puisse exister. Donc, faites exprès, vous contrôlez ça, vous réduisez l'espace où l'altruisme peut se développer. Donc, c'est encore pire que la criminalisation, c'est fait exprès. On interdit l'altruisme. Alors, c'est peut-être le fait de gouvernements, même en Europe, même des gouvernements européens, par la législation, le cadre législatif national dans lequel nous travaillons, quelquefois, criminalise l'altruisme. Ça dépend, par exemple, si vous venez en aide à quelqu'un qui n'est pas le bon, la bonne personne, l'ennemi, le migrant, vous pouvez être puni. Ce sont également les partis en guerre, où l'altruisme n'est plus reconnu comme tel, mais c'est quelque chose que l'on combat. Donc c'est quelque chose de très profond, ancré profondément. Et je pense que justement la question de la confiance est très importante et que l'altruisme est interdit pour empêcher justement aux uns aux autres d'avoir espoir dans les zones de conflit. Rebecca, évidemment, ne peut pas me retenir, elle ne veut pas pouvoir me retenir, c'est clair. Je souhaiterais parler du nous et d'eux. Et ça a toujours existé, ce « eux » et « nous ». Il y a toujours eu ce pôle, ces deux pôles, « eux » et « nous ». Mais maintenant, il y a une nouvelle construction où « eux » sont démonisés, diabolisés. Parce que, comme vous le dites, c'est beaucoup plus facile de détruire lorsqu'il y a déshumanisation. Et c'est cela, le drame. De ceux qui essayent de faire preuve d'altruisme, parce qu'il y a toujours ce « eux » et ce « nous » qui est beaucoup plus marqué dans nos collectivités. C'est nous sommes ceux-là qui offrons des services où nous essayons de soulager la souffrance d'eux, des autres, et en ciblant l'action humanitaire. Permettez-moi. De toute façon, je vais le faire parce que, de toute façon, je ne suis pas connue comme étant quelqu'un de politiquement correct. Ce que nous voyons
se faire. 2015, le bombardement de l'hôpital de Koundou, des cliniques, des hôpitaux, des ambulances, que ce soit au Yémen, en Israël, en Syrie. Aujourd'hui, de plus en plus, ces actes de violence, le fait de cibler les professionnels de santé et les professionnels de santé dans le feu de l'action, le ciblage de ces professionnels de santé, le simple fait d'être un infirmier, d'un ambulancier dans certains contextes dans lesquels nous travaillons, vous devenez un cible sur laquelle il est devenu légitime de tirer. Alors, je ne sais pas si c'est pour détruire l'espoir, mais en tout cas, cela cible ce qui est l'être humain, le sens même de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'acte d'altruisme, l'action humanitaire, le rôle des organisations humanitaires, c'est d'en fait d'en revenir à l'essentiel et de défendre l'humanité. Et là, je rebondis sur les mots des gens que vous avez interviewés. Nous sommes un. Et en ciblant celui qui offre de l'aide, vous êtes en train de cibler l'humanité tout entière. Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avons fait par le passé. Et je vais maintenant parler du nouvel environnement, de la nouvelle donne. Parce qu'aujourd'hui, le simple fait que quelqu'un essaye d'échapper à la misère, à la mort, s'en fait un illégal. Que ce soit un homme, une femme, un enfant, ils vivent dans des centres de détention, dans des conditions mais abominables, que ce soit au Mexique, que ce soit en Libye, que ce soit en Australie. Et c'est cela la nouvelle norme. On l'accepte de plus en plus, que ce soit comme ça. Et ça renforce cette vide, ce gouffre entre eux et nous. Et ce eux et nous le reproduisons nous-mêmes dans notre propre organisation parce que vous avez raison. On a été obligé de se professionnaliser, de devenir professionnel parce que nous devons améliorer la qualité des soins que nous offrons, que nous devons être de véritables professionnels pour offrir les meilleurs services à ceux qui en ont le plus besoin. Mais à mon avis, avec cette professionnalisation exagérée de cet acte de solidarité, nous sommes en train d'y perdre notre âme. L'acte de solidarité est devenu une norme, une directive, une obligation professionnelle. Et à ce moment-là, je peux le dire en tant qu'infirmier, en médecin, je sais que je ne peux pas sauver tout le monde. Et comment est-ce que je peux rester assis à côté de ceux que potentiellement, même si ça fait 25 ans qui se sont écoulés depuis le génocide de Rwanda, mais mes collègues, ils y étaient. Et ils traitaient ces gens que dès qu'ils quittaient la clinique, ils allaient être exécutés. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous pouvez survivre à cela? Et le fait d'être professionnel ou pas, comment vous en sortez à ce moment-là? Donc, rester humain, des êtres humains et s'occuper de l'autre, c'est là notre base de travail. Et c'est ce base que nous devons particulièrement défendre dans ce nouvel environnement politique. Le mot de la fin sera pour Yves et ensuite nous prendrons encore
quelques minutes pour vous permettre de poser des questions dans la salle. Alors, pour revenir à cette question de la professionnalisation, si je regarde ma propre organisation, j'ai l'impression qu'on a fait un tour complet à 360 degrés. Si on regarde notre nouvelle stratégie, on insiste pour placer les gens et les communautés affectées au centre de toutes nos préoccupations. Alors, vous me direz que ça fait 150 ans qu'on fait cela, mais peut-être que l'on a professionnalisé pour les bonnes raisons. Maintenant, on a les normes, on a les directives, on a tout ce qu'il faut pour permettre à une grande structure de fonctionner correctement, mais le moment est peut-être venu de reconnaître que l'on accorde de la valeur à l'altruisme individuel. On veut que les gens prennent le temps d'écouter, d'être à l'écoute, de remettre en question leurs propres présomptions dans certains cas, revoir leurs besoins en fonction de ce qu'ils ont à nous dire. Et peut-être que grâce à cela, on pourra remettre en question nos pratiques et nos politiques. La professionnalisation vous mène quelque part, mais il faut accorder de l'espace à votre organisation, aux personnes qui travaillent dans votre organisation, de se remettre en question et de remettre en question l'organisation. Et avec le temps, dans mon organisation ou chez MSF ou ailleurs, on commençait à se remettre en question. Et c'est en partie possible grâce à leur obsession individuelle par les besoins d'autrui. Et peut-être qu'ils ont estimé que nos normes, que nos protocoles ne répondaient pas suffisamment à cette obsession. Nous sommes en 2018, nous fêtons les 20 ans de SERA et peut-être que le moment est venu de redonner de l'espace à l'altruisme dans nos organisations. Merci beaucoup. Alors j'aimerais demander à Monsieur l'ambassadeur Zellweger de venir à l'estrade pour nous présenter son point de vue très rapidement. Et ensuite, nous donnerons la parole à la salle pour quelques dernières questions. Rector. Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Monsieur le directeur général de l'Institut et de SERA, chers amis, la Constitution suisse, dans sa préambule, souligne que la force de notre peuple se mesure par le bien-être de ses membres les plus faibles. L'altruisme, la solidarité et la dignité sont au cœur de toute société qui fonctionne correctement, que ce soit en Suisse ou ailleurs. D'ailleurs, leur absence est un signe de mauvaise santé d'une société. Les êtres humains, comme l'a dit un philosophe grec, sont des animaux politiques. Les humains ne sont pas des unités isolées, mais forment partie d'un groupe. Et ce qui est plus important, et on l'a entendu ici ce soir dans la conférence du professeur Kristen Monroe, l'être humain se sent faire partie d'un groupe et se préoccupe du bien-être du groupe. Je pense que c'est une conclusion réconfortante de la recherche récente. Comme le professeur Monroe nous l'a dit, une approche trop structurée a ses limites. Quand on a une approche économique, l'homo economicus n'est qu'une fiction. Les êtres humains poursuivent leurs propres intérêts et leur bien-être économique, mais adhèrent également à d'autres valeurs, des valeurs sociales, sociétales, qui sont tout aussi importantes à leurs yeux. Aujourd'hui, la science essaye encore de trouver des moyens de mesurer ceci, ces valeurs un peu moins rationnelles, d'une manière mathématique, pour les intégrer dans les modèles de comportement humain. Mais le fait que la recherche scientifique n'ait pas encore réussi à proposer des résultats scientifiques et mathématiques sur ces valeurs ne signifie surtout pas qu'elles n'existent pas. Au cœur des actes altruistes, on retrouve le respect de l'humanité, le respect des autres êtres humains, le respect de l'être humain. Apporter aide, assistance et protection ne connaît pas de frontières, pas de limites, et s'étend au-delà
de toute préoccupation ou différence politique entre les humains. D'ailleurs, cela définit l'approche révolutionnaire Henri Dunant. Le principe de l'humanité s'applique à tous, et même à ceux qui ne font pas partie de nos communautés, voire à ceux qui sont nos ennemis, comme nous l'a rappelé Yves D'accord. Ou pour reprendre les paroles de Dunant, il faut savoir aider sans demander qui. C'est la pierre angulaire de quasi toutes, si ce n'est toutes nos activités dans la Genève internationale. La Genève internationale se fonde sur ces prémices, que ce soit directement dans le travail des acteurs humanitaires, ce qui se fait au commissariat des droits humains, à l'OMS ou autre, ou indirectement en assurant un environnement sécurisé et propice au développement des sociétés par le biais du commerce et de l'innovation. Vous connaissez tous le CERA. Le CERA représente une part importante de ces activités à Genève. C'est une plateforme innovante, unique, universitaire pour l'action humanitaire et contribue depuis 20 ans à renforcer le travail des professionnels de l'aide humanitaire par ses formations et ses projets de recherche. Elle permet d'associer de manière simultanée les dernières découvertes universitaires et le travail de terrain. Au nom du gouvernement suisse, j'aimerais vous transmettre toutes nos félicitations en ce 20e anniversaire de CERA et saluer son incroyable contribution au travail humanitaire. Nous nous réjouissons de poursuivre avec vous cet excellent travail et nous vous transmettons nos meilleurs vœux pour l'avenir. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. J'ai appris cependant que ce n'est pas toujours bon de trop professionnaliser, donc je retiens cela pour CERA et j'espère que nos étudiants vont apprendre d'autres compétences qui vont s'étendre au-delà du professionnalisme. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions dans la salle. Il y a des micros de part et d'autre de la salle. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question qui s'adresse directement à l'un de nos conférenciers. Je vous demanderai d'être bref pour que nous puissions prendre toute une série de questions avant de redonner la parole à nos intervenants. Madame, et peut-être en quelques mots, si vous pouviez vous présenter et nous dire d'où vous venez. Bonjour à tous, je m'appelle Mélodie, je suis diplômée de la Haute École. Autrui, ok. Mais qui est-ce qui nous pousse à aider autrui? So, not only what... Donc, qu'est-ce qui nous pousse, mais également qui nous pousse à aider autrui? Vous parlez de la gestion de l'altruisme, mais qui peut enseigner l'altruisme? Et est-ce qu'on arrive à un moment où il est trop tard pour enseigner l'altruisme, pour l'apprendre? Et si vous vous considérez comme des altruismes, de qui tenez-vous cette qualité? Vaste question. Nous n'aurons peut-être pas l'occasion d'y répondre dans les détails, mais est-ce qu'il y a d'autres questions avant de redonner la parole à nos intervenants? Oui, madame? Just raise your hands if you have... Levez la main si vous avez d'autres questions. Les micros circulent. Bonjour, je m'appelle Coralie. J'ai une question. L'altruisme, c'est faire un effort supplémentaire pour aider quelqu'un, mais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à nuire à autrui, à faire un effort supplémentaire pour nuire à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça s'apprend? Question intéressante, en effet. Merci.
Je ne vois pas d'autres questions. Alors, la première question, c'était sur le pendant, le revers de la médaille altruiste. Qu'est-ce qui définit cette approche? Encore une fois, vaste question. Alors, nous n'aurons peut-être pas le temps d'y répondre de manière approfondie, mais en effet, quand on parle de l'humanité comme un tout, cela inclut les personnes qui font du mal, qui nuisent à autrui, et dans des zones de conflit, on se retrouve souvent confronté à ces personnes-là. Jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce qui déclenche un comportement de ce type de l'autre côté? Et l'autre question portait sur la gestion de l'altruisme. Vous avez parlé de gérer l'altruisme, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Kristen? Bon, vous avez posé d'excellentes questions. Les deux dernières questions sont étroitement liées. Qui enseigne l'altruisme? Est-ce qu'on arrive à un moment où c'est trop tard? Et qu'est-ce qui pousse les gens à faire du mal? Je crois que les réponses à ces questions sont assez similaires. L'altruisme peut être inné. Je crois que certaines personnes ont des prédispositions à l'altruisme. Si vous regardez autour de vous, il y a des personnes qui ont un instinct dans ce sens, d'autres beaucoup moins. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un effort supplémentaire pour nuire à autrui? Je crois que la réponse est la même que quand on se demande pourquoi on fait un effort supplémentaire pour aider quelqu'un. C'est une question de cadre. On voit la souffrance chez quelqu'un qu'on ne verrait pas autrement. Alors, pourquoi nuire? Cela revient à ce que disait Rebecca. C'est cette mentalité eux, nous. Et cette dichotomie est de plus en plus visible ces dernières années, ou a refait surface en tout cas. Cette théorie Tajfel de la théorie sociale découle de l'Holocauste. C'est de là que viennent les préjugés. Je crois qu'on a un besoin inné d'avoir une bonne image de soi, et ce que dit Tajfel, c'est que nous nous définissons par rapport aux autres. Et en créant des distinctions entre eux et nous. Qui suis-je? Je ne suis pas ma mère, je ne suis pas ma sœur, je suis différente de ces personnes-là. Et ce qui se passe au niveau des groupes sociaux, et notamment lorsqu'il y a un dirigeant politique, une personnalité qui puise dans ce syndrome, et c'est ce qu'on voit aux États-Unis actuellement, malheureusement, on commence à se voir comme différent des autres, et qui dit différent sous-entend mieux qu'eux. Et beaucoup d'expériences le démontrent. Si vous voulez susciter de la haine, et beaucoup de politiques le font pour des raisons personnelles, puisque cela leur permet d'être élus, on va créer une opposition entre deux groupes, les braquer les uns contre les autres, plutôt que de leur montrer qu'ils peuvent travailler ensemble. Monsieur l'ambassadeur a parlé de recherches scientifiques sur ce thème. En effet, il y a eu des recherches qui démontrent que les altruistes en sortent mieux dans la vie que d'autres. Et pour revenir à la question de Rebecca, elle a dit « c'est mon travail, c'est comme ça que je me trouve ». Et pour répondre à la question de la criminalisation de l'altruisme, je ne pense pas que ce soit la seule époque où c'est criminalisé. En Allemagne nazie, c'était pénalisé quand on aidait quelqu'un. Mais vous y avez répondu, vous vous êtes trouvé de par votre travail, vous vous sentez mieux. C'est qui vous êtes, c'est votre identité d'aider autrui. Et je crois qu'il faut savoir se lever et crier haut et fort. Non, c'est inacceptable. On a tort. Nous sommes un peuple qui ne veut pas construire un mur ou rejeter des migrants. Si on veut mettre un terme à la criminalisation, à la persécution des personnes qui essaient d'aider autrui, il faut se lever, il faut oser dire que ce n'est pas notre identité, que ce n'est pas ce que nous sommes. Nous sommes un groupe d'êtres humains, nous sommes un peuple, si vous préférez cette terminologie-là. Nous sommes un peuple qui mérite mieux, qui vaut mieux que cela. Donc c'est encore une fois lié à l'identité. Le mot de la fin à nos deux autres intervenants. Yves d'abord. Pour essayer de répondre à vos questions, pas uniquement qu'est-ce qui nous pousse à aider autrui, mais qui nous pousse à aider autrui. Et là, je réfléchissais à mon propre cas. C'est toujours plus facile d'être altruiste quand on se reconnaît ou qu'il y a un lien que vous reconnaissez entre vous et la personne que vous essayez d'aider.
Pour vous en donner un exemple, ce n'est pas uniquement vous qui donnez. Cela marche dans les deux sens. Vous recevez quelque chose également. La semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, je suis allée à Maiduguri, au Nigeria, pour aller voir la famille d'un de mes collègues qui a été assassiné, exécuté il y a quelques jours par Boko Haram, pour leur présenter mes condoléances. Et je parlais avec le père de mon collègue, qui a une 60aine d'années. C'est quelqu'un de très charismatique, un grand homme. Il est venu me voir, m'accueillir, il était bien habillé. Nous nous sommes assis ensemble. Et j'étais le porteur de mauvaises nouvelles. Je lui ai apporté des preuves de l'exécution et j'ai vu que ça l'a coupé en deux, physiquement. La souffrance l'a plié en deux. Mais en même temps, j'ai constaté qu'il avait la capacité de refléter sa dignité et son amour. Il a su tout de suite trouver un sens à ce que faisait son enfant. Pour nous, pour la communauté, il n'y avait pas d'amertume, beaucoup de tristesse, mais beaucoup d'amour. Et je peux vous dire qu'il nous a tant donné à mes collègues et à moi. C'est quelque chose que je porte en moi, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et d'ailleurs, en tant qu'altruiste professionnel, si j'ose dire, il faut retrouver ce lien très fort qui vous ramène directement à ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Le père Dawa a su me redonner la force et l'amour dont j'avais besoin et je le ressens profondément. L'altruisme, c'est ce que vous procurent ces personnes-là. Et il faut savoir chérir ces moments. Deuxième réflexion sur la gestion. Une dernière remarque, si vous me le permettez. Je ne sais pas si vous l'étudiez au CERA, mais ce qui m'a frappé, c'est que les personnes qui pratiquent l'altruisme de manière collective retrouvent une force très puissante. Cela vous ramène à votre identité, cela crée un lien avec le reste de l'équipe, mais en même temps, je me suis rendu compte, après avoir passé beaucoup de temps dans ce monde-là, que on est généreux dans son altruisme envers les autres, mais que cette générosité n'est pas toujours la même entre les membres d'une même équipe. Ce qui me frappe dans le monde humanitaire, dans mon organisation, mais également dans les hôpitaux où l'on a affaire à l'altruisme au quotidien, il y a souvent une relation très dure entre les membres d'une équipe. Il y a parfois un manque de respect. Et parfois, quand on fait preuve d'altruisme, cela affecte la relation entre les personnes qui font preuve d'altruisme. En cas de crise, on travaille bien ensemble, mais après la crise, la relation qui existe entre les humanitaires, au sein d'une même organisation ou entre organisations, en est affectée. Et ça m'a questionné. Cela m'a fait me demander ce que cela peut avoir comme effet sur nos propres relations. Et j'aimerais en savoir un peu plus si vous étudiez cela. Rebecca ? Je serai brève. Je ne prétends pas savoir répondre à vos questions. Je pense que mes collègues ont su vous donner déjà des pistes de réponse. Mais je reviens et j'insiste sur ce concept de la responsabilité individuelle. On peut être un simple spectateur, on peut choisir de nuire à autrui ou l'on peut faire preuve de solidarité, faire un geste. Et ce que je dis vaut pour moi également. Je me le répète constamment en tant que présidente d'un organisme humanitaire. J'ai une grande responsabilité puisque je gère l'altruisme. Je crois que l'une des erreurs, en tout cas dans mon organisation, que l'on commet, c'est que l'on part d'un besoin de faire le bien, d'en faire plus.
de soulager. On surprofessionnalise, on gère au mieux, mais en ce faisant, on s'asphyxie. On asphyxie, on étouffe les choix individuels de chacun, comme le collègue du CICR qui a été exécuté. Choisir d'aller dans une zone isolée au Nigeria, ça c'est un choix personnel, c'est un choix individuel. Et nous devons faire bien attention. Nous devons être conscients dans la manière dont nous gérons cela. On éloigne parfois les individus de leurs propres choix. On continue à parler des héros, des altruistes, mais honnêtement, si je me considère comme un travailleur humanitaire, j'en retire tellement. Je repars avec tant de choses qu'on m'a données. Vous parlez des tensions qui existent dans les équipes, dans les groupes. C'est la même chose. Si on ne se traite pas les uns les autres avec respect, avec humanité, comment pouvons-nous protéger? Et cela me ramène à ce que vous disiez, ne pas nuire. Ça, c'est le principe fondamental de toute action humanitaire. Si nous n'avons plus de respect pour les autres membres de l'équipe, comment espérer avoir du respect pour ceux à qui on apporte de l'assistance? Et Kristen, peut-être une dernière intervention, nous n'avons plus de temps. Oui, pour revenir à ce que vous disiez, je pense que c'est directement lié à ce que disait Yves, on doit avoir de l'empathie pour l'autre. L'une des plus belles histoires que j'ai entendues, et qui remonte à l'Holocauste, on cachait des Juifs, on leur donnait des noms chrétiens, des identités chrétiennes. Et l'une des personnes que j'ai interrogées a dit que sa petite sœur, 7, 8, 9 ans, se baissait toujours pour dire bonne nuit et souffler le nom juif à l'oreille, pour lui rappeler son identité, qui existait encore, qui perdurait. C'était très sensible de sa part, très touchant. On ne peut pas juste faire ce qui est bien pour nous ou ce qu'on pense être bien. Il faut se demander constamment si c'est ce que la personne souhaite. Est-ce vraiment pour correspondre à leurs besoins? Une toute dernière remarque. Merci beaucoup. 2 commentaires. On nous a dit qu'il faut faire attention et ne pas trop professionnaliser l'altruisme, et je ne suis pas sûre que ce soit forcément une mauvaise chose. Pourquoi pas professionnaliser l'altruisme, en tout cas dans une certaine mesure? Quand on voit les crises actuelles, et vous en avez parlé en début de soirée, nous sommes face à d'énormes crises humanitaires. Je préférais avoir affaire à des professionnels de l'humanitaire plutôt qu'à des altruistes qui le font de manière impulsive et sans la connaissance professionnelle dont on a besoin. Yves, vous avez parlé des principes des mouvements de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Vous avez su gérer l'altruisme, établir un cadre en professionnalisant l'aide humanitaire. La professionnalisation ne signifie pas que nous ne pouvons pas être altruistes si nous ne sommes pas des professionnels. L'altruisme, c'est également une attitude. C'est la conscience de faire partie d'une communauté, de l'humanité, et que nous avons des obligations envers les autres. Et vous avez demandé qu'est-ce qui poussait les autres à commettre des atrocités, à nuire. En tant que jeune diplomate, j'étais à l'ambassade à Nairobi pendant le génocide rwandais en 1994. Et je me souviens, on a dû évacuer les personnes qui sortaient du Rwanda. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, on parle des 800 000 personnes qui ont été tués en à peine quelques jours, mais ce qui m'a marqué à l'époque, c'était l'horreur absolue, les récits
des personnes qui sortaient à peine du Rwanda en avril 1994, l'horreur absolue qu'avaient vécu ces personnes. Et je me suis toujours demandé ce qui poussait les gens à agir ainsi. Et l'un des éléments, et cela a été mentionné, c'est cette vision d'autre. Si une société, et c'était vraiment le cas au Rwanda, commence à parler de l'autre et les appelle des animaux, les déshumanise, c'est ça le point de départ. Ensuite, les gens qui n'osent pas se lever, se dresser contre cela, et c'est là qu'on revient à la question de la responsabilité individuelle que vous avez mentionnée, si on ne se bat pas contre cela, on devient de simples spectateurs de massacres. Donc pour moi, l'altruisme, c'est directement lié au courage, le courage de jouer un rôle, de prendre conscience de son appartenance à un groupe plus large, un groupe dans lequel on a des responsabilités. Merci beaucoup. Je crois que c'est une excellente conclusion à ce débat. J'aimerais remercier du fond du cœur les 4 intervenants de ce soir. Je suis sûre qu'on pourrait y consacrer toute la soirée, voire la journée de demain. Il nous reste tant de choses à dire. Mais j'espère en tout cas que cela vous aura donné matière à réflexion, que nous vous aurons transmis quelques pistes sur notre travail, ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et comment nous pouvons continuer à faire ce travail. C'est ça le message qu'il faut retenir. Il y a quelque chose qui nous pousse à aider autrui et nous devons continuer à le faire et votre témoignage du Nigeria le souligne. Merci de votre présence ici ce soir et merci aux spectateurs d'être restés dans la salle jusqu'au bout. Bonne soirée à tous.